Les banques ne sont pas des entrepôts d'argent où vos dépôts sont simplement conservés en sécurité. En réalité, elles créent de l'argent nouveau à chaque fois qu'elles accordent un prêt, et ce processus est régulé par des règles complexes que très peu de clients comprennent. Lorsque vous déposez 1 000 € sur votre compte, la banque n'est pas obligée de les garder intacts. Elle peut en prêter jusqu'à 90% à d'autres clients, tout en continuant à afficher ces 1 000 € comme « vos fonds » sur votre relevé. Cela signifie que l'argent que vous pensez posséder existe en partie sous forme de dettes contractées par d'autres personnes. Ce mécanisme, appelé création monétaire par crédit, est légal, mais il est systématiquement omis des campagnes de sensibilisation financière. Vous n'êtes pas client de la banque, vous êtes une source de liquidité pour son modèle économique. Votre épargne alimente ses profits, pas votre sécurité. La notion selon laquelle les banques prêtent l'argent des déposants est un mythe. Elles ne prêtent pas votre argent, elles créent un nouvel engagement financier à partir de rien, enregistré comme une dette dans leur bilan. Cette opération est autorisée par les réserves fractionnaires, un cadre légal qui permet aux banques de multiplier leur capacité de prêt par un facteur allant de 10 à 20 fois leurs réserves réelles. Si vous avez 100 € sur votre compte, la banque peut théoriquement créer jusqu'à 2 000 € de nouveaux crédits, sans avoir besoin de recueillir davantage d'argent. Ce n'est pas un vol, ni une fraude, c'est un système conçu ainsi depuis les années 70, avec l'abandon du standard or et l'adoption du système monétaire fiduciaire. Mais personne ne vous l'explique, parce que cela remettrait en question la confiance aveugle que vous accordez au système. Votre compte courant n'est pas un coffre-fort. C'est un contrat de dette. La banque vous doit de l'argent, mais elle décide quand et comment elle le remboursera. Elle peut geler vos fonds si elle estime que votre activité représente un risque, même si vous n'avez rien fait d'illégal. Les restrictions de retrait, les blocages temporaires, les demandes de justification pour des transferts ordinaires, tout cela est parfaitement légal. La loi considère que vos dépôts sont des créances, pas des biens propres. Vous n'êtes pas propriétaire de l'argent sur votre compte, vous êtes créancier de la banque. Et comme tout créancier, vous êtes en queue de priorité en cas de faillite. Si la banque fait faillite, vous ne récupérerez pas automatiquement votre argent seulement jusqu'à la limite garantie par l'État, qui varie selon les pays. Les assurances de type assurance dépôt ne protègent pas votre richesse. Elles limitent les pertes en cas de désastre. En France, la garantie Fonds de garantie des dépôts et de résolution, FGDR, couvre jusqu'à 100 000 € par personne et par établissement, mais uniquement si la banque est déclarée en faillite. Ce n'est pas une protection contre la perte de valeur, la stagnation des taux, ni les frais cachés. Ce n'est même pas une garantie de disponibilité immédiate. Il faut parfois plusieurs semaines pour recevoir le remboursement. De plus, cette garantie ne s'applique pas aux comptes d'entreprise, aux comptes jointifs dépassant la limite, ni aux investissements en actions ou obligations. Vous pensez être protégé? Non. Vous êtes simplement dans un filet de sécurité mince, conçu pour éviter les émeutes, pas pour préserver votre patrimoine. Les intérêts que vous gagnez sur votre compte d'épargne ne viennent pas des profits de la banque, mais de la différence entre ce qu'elle prête et ce qu'elle vous paye. Une banque prête à 5% annuel à un entrepreneur, et vous verse 0,1% sur votre livret A. La marge de 4,9% est son profit pur. Ce n'est pas un service rendu, c'est une extraction de valeur. Votre épargne est transformée en capital à haut rendement pour elle, tandis que vous recevez une compensation symbolique. Si vous avez 10 000 € sur un livret A à 0,1%, vous gagnez 10 € par an. Pendant ce temps, la banque utilise cet argent pour financer un prêt immobilier à 3,5%, soit 350 € de revenus annuels sur votre propre épargne. Vous êtes le fournisseur gratuit de matières premières, sans droit de regard sur son utilisation. Les banques ne sont pas tenues de vous informer sur la manière dont elles utilisent vos fonds. Même si vous avez un compte épargne, vous ne pouvez pas exiger de savoir à quel projet immobilier, quelle entreprise, quel fonds spéculatif ou quel gouvernement étranger votre argent a été prêté. Les politiques de transparence existent, mais elles se concentrent sur les audits internes, pas sur les usages individuels. Vous n'avez aucun droit de veto sur les investissements réalisés avec votre argent, même si ces investissements financent des industries polluantes, des armes ou des pratiques d'exploitation. La banque n'a aucune obligation morale, légale ou éthique de vous consulter. Votre argent est anonymisé, intégré à un pool global, et utilisé selon les stratégies de rentabilité, pas selon vos valeurs. Le système bancaire repose sur la confiance collective,
pas sur la solvabilité réelle. Les banques ne détiennent jamais assez d'argent liquide pour couvrir tous les retraits simultanés de leurs clients. C'est pourquoi une crise de confiance, même infondée, peut provoquer une ruée vers les guichets. En 2023, 3 petites banques suisses ont disparu en 72 heures après des rumeurs sur leur santé financière, bien qu'elles soient techniquement solvables. Le système ne repose pas sur la richesse réelle, mais sur la perception de stabilité. Et cette perception est manipulée par les médias, les agences de notation et les institutions étatiques. Votre confiance est le véritable actif de la banque, pas vos dépôts. Sans elle, le système s'effondre. Sans votre ignorance, il ne pourrait pas exister. Les frais bancaires ne sont pas des coûts de service, ils sont une source principale de revenus. Les banques gagnent plus d'argent avec les frais de retrait, les commissions sur virement, les tarifs de domiciliation ou les pénalités de découvert que par les intérêts sur les prêts. Un client moyen paie entre 150 et 400 euros par an en frais cachés, sans même le remarquer. Ces frais sont conçus pour être imperceptibles. Petits montants, répartis sur plusieurs opérations, intégrés dans des contrats de 50 pages. Ils sont aussi progressifs, plus vous êtes pauvre, plus vous payez en proportion. Les sans-abri ou les personnes à faible revenu subissent des frais fixes élevés sur des soldes minimes, tandis que les riches bénéficient de services gratuits. Ce n'est pas une erreur de gestion, c'est un modèle économique délibéré. Les algorithmes de scoring bancaire surveillent votre comportement pour anticiper votre risque de défaut, mais aussi pour maximiser vos paiements. Votre historique de consommation, vos transactions, vos horaires de retrait, vos achats en ligne, vos paiements en retard, tout est analysé en temps réel. Si vous payez toujours vos factures à la dernière minute, vous êtes classé comme « risqué » et votre taux d'intérêt augmente. Si vous utilisez souvent votre carte de débit plutôt que de crédit, vous êtes perçu comme peu rentable, et on vous propose moins de produits. Si vous transférez fréquemment de l'argent vers des comptes à l'étranger, vous êtes soumis à des vérifications supplémentaires. Tout cela est automatisé, opaque et non contestable. Vous ne pouvez pas savoir comment vous êtes évalué, ni comment corriger votre score. Enfin, la banque ne travaille pas pour vous. Elle ne vous aide pas à réussir. Elle vous utilise pour générer des flux de trésorerie, des données personnelles, des engagements de dette et des opportunités d'investissement. Chaque euro que vous déposez devient une colonne dans un tableau Excel qui calcule votre valeur potentielle pour les actionnaires. Chaque transaction est une donnée vendue à des tiers. Chaque prêt que vous contractez est une source de commission et d'intérêt. Votre relation avec la banque n'est pas une relation de service. C'est une relation de dépendance structurée pour extraire de la valeur de votre vie quotidienne. Et personne ne vous dit ça, parce que si vous le saviez, vous arrêteriez de lui faire confiance. Les banques ne sont pas des institutions de confiance, elles sont des entreprises de profit. Leur objectif premier n'est pas de vous aider, ni même de stabiliser l'économie, c'est d'augmenter les bénéfices pour leurs actionnaires. Chaque décision, chaque produit, chaque politique interne est testée selon un seul critère, combien rapportera-t-il ? Si un produit génère des commissions, même s'il nuit au client, il sera promu. Si un service est trop transparent, il sera dissimulé. Si une pratique est moralement discutable mais légale, elle sera appliquée. La banque ne cherche pas à être éthique, elle cherche à être rentable. Et dans ce contexte, votre confiance n'est qu'un levier. Les produits financiers complexes sont conçus pour être incompréhensibles. Les assurances-vie, les fonds en unité de compte, les certificats d'investissement, les options structurelles, tous sont remplis de termes techniques, de clauses obscures et de conditions cachées. Leur but n'est pas de vous protéger, mais de vous empêcher de comprendre ce que vous achetez. Cela permet à la banque de facturer des frais de gestion élevés, de vendre des produits sous-performants et de se dégager de toute responsabilité en cas de perte. Si vous ne comprenez pas le contrat, vous ne pouvez pas le contester. Et si vous le comprenez, vous ne l'achèterez probablement pas. C'est un système conçu pour éliminer les clients informés. Les conseillers bancaires ne travaillent pas pour vous. Ils sont rémunérés en fonction des ventes qu'ils réalisent. Si vous allez voir un conseiller pour ouvrir un compte d'épargne, il vous proposera un produit avec une commission la plus élevée possible, pas celui qui vous convient le mieux. Les banques utilisent des systèmes de cotation interne qui mesurent les agents selon le volume de produits vendus, pas la qualité du conseil fourni. Un conseiller qui vend 10 contrats d'assurance vie avec des frais de 3% par an gagnera plus qu'un conseiller qui recommande un simple livret A. Votre intérêt n'est jamais prioritaire, la commission l'est.
Les frais de gestion des comptes sont invisibles parce qu'ils sont intégrés dans les taux. Beaucoup de clients pensent que leur compte est gratuit, alors qu'en réalité, les frais sont compensés par des taux d'intérêt plus bas sur les dépôts ou des marges plus élevées sur les prêts. Par exemple, un compte sans frais peut avoir un taux d'intérêt de 0,05%, alors qu'un compte avec frais aurait un taux de 0,5%. La banque gagne 0,45% de plus sur votre argent, sans que vous le voyiez. Ce n'est pas une omission, c'est une technique de marketing, rendre les frais apparents invisibles pour faciliter l'acceptation. Les banques utilisent des modèles de risque pour exclure les clients à faible revenu, pas pour les protéger. Si vous avez un emploi précaire, un historique de paiements irréguliers, ou même un logement social, vous êtes automatiquement classé comme risqué. Cela signifie que vous ne pouvez pas obtenir de prêt, de carte de crédit, ou même un compte bancaire classique. Les banques privilégient les clients stables, riches et prévisibles. Les autres sont relégués à des services alternatifs, souvent plus chers, comme les établissements de microcrédit ou les fintechs. Ce n'est pas une discrimination illégale, c'est une sélection algorithmique basée sur des données qui reflètent les inégalités sociales. Les banques ne veulent pas que vous soyez indépendant. Elles veulent que vous restiez dépendant. Un client qui paie totalement son prêt immobilier en 10 ans est un client qui ne génère plus de revenus. Un client qui épargne sans emprunter est un client qui ne contribue pas à la création monétaire. Un client qui utilise uniquement des moyens de paiement sans carte bancaire est un client hors du système. Les banques ont tout intérêt à ce que vous ayez des dettes, des abonnements, des paiements mensuels et des plans d'épargne à long terme. Votre autonomie financière est une menace pour leur modèle. Et elles le savent. Les campagnes de « liberté financière » sont des pièges marketing. Quand une banque vous dit « investissez dans votre avenir » ou « faites fructifier votre épargne », elle vous invite à acheter un produit qu'elle vend. Ce n'est pas un conseil, c'est une vente. Les livrets d'épargne, les assurances-vie, les fonds indiciels proposés par les banques ont des frais de gestion élevés, des performances médiocres et des conditions restrictives. Les vrais experts en investissement utilisent des plateformes indépendantes, des ETF à faible coût et des brokers neutres. Les banques ne vous orientent pas vers ces solutions, elles vous enferment dans leurs propres produits, où elles contrôlent les gains, les frais et les sorties. Les banques ne sont pas tenues de divulguer les risques réels de leurs produits. Un fonds en unité de compte peut être présenté comme sécurisé et performant, alors qu'il est exposé à des marchés spéculatifs, à des dérivés complexes ou à des entreprises en faillite. Les documents juridiques sont rédigés en langage administratif, avec des annexes de 40 pages. Personne ne les lit. Et même si vous les lisiez, vous ne pourriez pas les comprendre sans formation en finance. Ce n'est pas une omission, c'est une stratégie. La complexité est un bouclier juridique. Si vous perdez de l'argent, vous ne pouvez pas poursuivre la banque, car vous avez lu et accepté les conditions. Les banques utilisent la peur pour vendre. Elles vous disent que sans assurance vie, vous ne pourrez pas assurer votre retraite. Que sans contrat d'épargne, vous serez vulnérable en cas de crise. Que sans compte épargne, vous ne pourrez pas sauver vos enfants. Ces affirmations sont partiellement vraies, mais elles sont déformées pour vous pousser à acheter leurs produits spécifiques. La vérité est que vous pouvez planifier votre retraite sans eux, épargner sans frais cachés, et protéger vos proches avec des solutions transparentes. Mais ces solutions ne rapportent rien à la banque. Donc, elles ne vous les proposent pas. Enfin, les banques ne soutiennent pas la stabilité économique, elles la manipulent. Elles participent activement à la création de bulles spéculatives dans l'immobilier, les crypto-monnaies, les actions tech en facilitant les prêts excessifs. Puis, quand la bulle éclate, elles se retirent, laissent les clients avec des dettes, et se tournent vers les États pour obtenir des aides publiques. Ce cycle est répété depuis les années 80. En 2008, les banques ont causé la crise mondiale, ont été sauvées par les citoyens, et ont repris leurs activités avec des bénéfices records. Elles ne sont pas des gardiennes du système, elles en sont les parasites les plus puissants. Votre argent sur un compte épargne n'est pas mis de côté pour votre sécurité. Il est injecté dans des projets industriels, immobiliers ou financiers que vous ne choisissez pas et que vous ne pouvez pas contrôler. Les banques regroupent les dépôts de millions de clients pour constituer des pools de capitaux. Ces pools sont ensuite alloués à des entreprises, des fonds d'investissement ou des États selon des critères de rentabilité, pas de moralité. Si vous avez 5 000 € sur un livret, une partie de cet argent pourrait financer une centrale à charbon,
une usine de plastique non recyclable, ou un projet d'armement. Vous ne le savez pas. Et vous ne pouvez pas l'empêcher. Les banques ne font pas de filtres éthiques sur les projets qu'elles financent. Même les banques qui se disent responsables ou durables continuent de financer des industries polluantes. Selon une étude de Greenpeace en 2022, les 6 plus grandes banques européennes ont investi plus de 1000 milliards d'euros dans les énergies fossiles depuis 2016. Leur communication parle de transition écologique, mais leur bilan montre le contraire. Votre épargne, même placée sur un compte vert, finance des projets contradictoires. Il n'existe pas de certification fiable qui garantisse que votre argent ne va pas dans des secteurs destructeurs. La transparence est une illusion marketing. Les fonds d'investissement proposés par les banques sont souvent des paniers de titres diversifiés, mais avec une concentration cachée. Par exemple, un fonds qui semble investir dans des entreprises du numérique peut contenir jusqu'à 30% de parts dans des entreprises de défense, de tabac ou d'exploitation minière. Ces informations sont disponibles dans les prospectus, mais rédigées en langage juridique, avec des tableaux de 200 lignes. Personne ne les lit. Et même si vous les lisiez, vous ne pourriez pas identifier les sociétés réelles derrière les noms d'entreprises holding. Le système est conçu pour masquer les véritables destinations de votre argent. Les comptes d'épargne sont des sources de financement à faible coût pour les grands groupes. Les banques empruntent à vous à 0,1%, puis prêtent à une multinationale à 3,5%. Cette marge de 3,4% est purement bénéficiaire. La multinationale utilise cet argent pour racheter ses propres actions, augmenter ses dividendes ou financer des acquisitions. Votre épargne devient un levier pour enrichir les actionnaires, pas pour créer de la valeur réelle. Vous financez la spéculation. Vous ne participez pas à l'économie réelle, vous la financez indirectement, sans en tirer aucun bénéfice. Les banques ne vous permettent pas de choisir où va votre argent, même si vous le demandez. Il n'existe aucun produit bancaire standard qui vous permette de dire « Je veux que mon argent ne finance pas l'armement, ni les combustibles fossiles, ni les prisons privées. » Les seules alternatives existent dans les banques éthiques et elles sont rares, peu accessibles, et souvent moins compétitives en termes de taux. La majorité des banques traditionnelles ne proposent pas cette option, car cela réduirait leur base d'investissement. Votre volonté personnelle n'a pas de poids dans leur modèle. Les produits d'épargne à long terme, comme les assurances-vie, sont des boîtes noires financières. Votre argent est investi dans des portefeuilles gérés par des sociétés externes, souvent situées dans des paradis fiscaux. Vous ne savez pas quelles actions, quelles obligations, quelles dettes souveraines ou quelles infrastructures sont présentes dans votre contrat. Les rapports annuels mentionnent des catégories vagues comme titres de créance ou actifs financiers diversifiés. Aucun détail ne vous est fourni. Vous signez un contrat pour 20 ans, sans connaître les risques réels, sans pouvoir changer les placements, et sans possibilité de retirer votre argent sans pénalité. Les banques utilisent votre épargne pour renforcer leur propre bilan. Elles peuvent utiliser vos dépôts comme garantie pour emprunter auprès de la Banque centrale européenne. Cela leur permet de lever des fonds à des taux ultra bas, puis de les prêter à des taux plus élevés. Votre argent devient une collatéralisation. Vous êtes une source de garantie, pas un client. Si la BCE décide de réduire ses taux, la banque réduit vos intérêts, mais ne réduit pas ses marges. Vous subissez la baisse, elle conserve le profit. Votre épargne est une variable de politique monétaire, pas un outil de protection. Les comptes d'épargne ne sont pas protégés contre l'inflation. Si vous placez 10 000 € sur un livret à 0,1% et que l'inflation est de 2,5%, vous perdez 2,4% de pouvoir d'achat chaque année. En 10 ans, vous perdez près de 25% de la valeur réelle de votre épargne. Ce n'est pas une perte visible, c'est une destruction silencieuse. Les banques ne vous avertissent pas. Elles vous disent que vous gagnez de l'intérêt, sans vous dire que ce gain est négatif en termes réels. Ce n'est pas une erreur, c'est une manipulation passive. Les banques ne veulent pas que vous investissiez vous-même. Si vous appreniez à investir dans des ETF à faible coût, des obligations d'État, ou des fonds indiciels via des plateformes comme DEGIRO, Boursorama ou Yomoni, vous n'auriez plus besoin de leurs produits. Vous éviteriez les frais de gestion de 1,5 à 3% par an. Vous gagneriez plus. Et elles perdraient de l'argent. C'est pourquoi elles ne vous enseignent pas ces méthodes. Elles vous enseignent la peur, la dépendance et la complexité. Elles veulent que vous restiez dans leur écosystème, où elles contrôlent les flux, les prix
et les informations. Enfin, votre épargne est une forme de servitude économique. Vous travaillez pour gagner de l'argent, vous l'épargnez pour le protéger, et la banque l'utilise pour générer des profits qu'elle ne partage pas avec vous. Vous ne touchez pas de dividendes. Vous ne votez pas. Vous n'avez aucun droit de regard. Vous êtes un fournisseur de capital anonyme, exploité par un système qui vous présente comme un client privilégié. Ce n'est pas une relation équitable. C'est une relation asymétrique, où vous fournissez tout, et recevez presque rien. Et personne ne vous dit que vous pouvez faire autrement. Un prêt bancaire n'est pas une aide, c'est un contrat de dépendance. Quand vous contractez un prêt immobilier, un prêt auto, ou même un prêt personnel, vous n'achetez pas un bien, vous achetez une obligation à long terme. La banque ne vous donne pas de l'argent, elle vous impose une dette que vous devez rembourser avec intérêt pendant 10, 20 ou 30 ans. Ce n'est pas un service de financement, c'est un mécanisme de captivité financière. Et plus vous empruntez, plus vous perdez votre liberté. Les taux d'intérêt ne sont pas négociables. Même si vous avez un excellent score de crédit, la banque vous proposera toujours le taux standard, ajusté selon des critères internes non communiqués. Les taux promotionnels sont des illusions. Ils expirent après 6 mois, et sont remplacés par des taux variables qui peuvent grimper à tout moment. Les banques utilisent des formules complexes pour calculer les taux, basées sur des indices comme l'Euribor, mais vous ne pouvez pas les vérifier. Vous signez un contrat avec un taux fixe, mais ce taux est souvent recalculé après 5 ans, sans votre consentement explicite. Les frais de dossier, les frais de garantie, les frais de prépaiement, tous sont des revenus cachés. Même si vous avez un prêt à taux zéro, la banque vous facturera des frais de souscription, des frais d'assurance obligatoires et des frais de gestion mensuels. Ces frais peuvent représenter jusqu'à 15% du montant total du prêt. Vous les ignorez parce qu'ils sont répartis dans les documents, mais ils augmentent le coût réel de votre emprunt. La banque ne vous dit pas que vous pouvez négocier ces frais parce qu'elle ne veut pas que vous le sachiez. Le seul moyen d'éviter ces frais est de ne pas emprunter du tout. Les assurances liées au prêt sont des produits redondants, surprixés et souvent inutiles. L'assurance emprunteur, exigée pour tout prêt immobilier, couvre la mort, l'invalidité ou la perte d'emploi. Mais elle est souvent mal adaptée. Elle ne couvre pas toutes les situations, elle a des exclusions cachées, et elle est vendue par la banque à un tarif 3 à 5 fois supérieur à celui d'un assureur indépendant. Depuis 2022, la loi Hamon permet de changer d'assurance chaque année, mais seulement 8% des emprunteurs le font. La banque ne vous informe pas. Elle veut que vous restiez avec son produit, car elle en tire une commission importante. Les prêts sont conçus pour vous rendre dépendant du système. Si vous avez un prêt immobilier, vous devez travailler pour le rembourser. Si vous avez un prêt auto, vous devez avoir un emploi stable. Si vous avez un prêt étudiant, vous devez payer jusqu'à 30 ans après vos études. La banque ne vous aide pas à vivre, elle vous oblige à travailler. Elle crée une chaîne de dépendance. Vous travaillez pour payer la banque, et la banque utilise vos paiements pour financer d'autres prêts. Vous êtes un maillon dans une machine qui ne vous appartient pas. Les prêts à la consommation sont des pièges à endettement. Un prêt de 5 000 € à 7% sur 5 ans vous coûtera 920 € d'intérêt. Mais si vous ne payez que le minimum, vous prolongez la durée, et vous payez 2 500 € d'intérêt. Les banques encouragent les paiements minimums parce que cela maximise leurs profits. Elles ne vous disent pas que vous pouvez payer plus. Elles ne vous proposent pas de refinancement. Elles veulent que vous restiez dans la dette. C'est leur modèle. Et vous êtes leur client idéal si vous ne payez jamais le capital principal. Les prêts ne sont pas liés à votre besoin réel, ils sont liés à votre potentiel de paiement. Une banque vous prête plus si vous avez un salaire élevé, même si vous n'avez pas besoin de cet argent. Elle vous prête moins si vous êtes freelance, même si vous avez des revenus stables. Elle ne juge pas votre projet, elle juge votre profil. Vous pouvez vouloir acheter une petite maison, mais elle vous offre un prêt pour une villa. Vous pouvez vouloir démarrer une entreprise, mais elle vous refuse parce que vous n'avez pas de garantie. Le prêt n'est pas une opportunité, c'est un filtrage social. Les prêts immobiliers sont les plus dangereux, car ils engagent votre vie entière. Un prêt sur 30 ans signifie que vous paierez plus de 2 fois le prix de la maison. Si vous achetez une maison à 200 000 €, vous payerez 450 000 € en total. La banque gagne 250 000 € en intérêt. Vous avez acquis un bien, mais vous avez perdu votre autonomie. Si vous perdez votre emploi, vous perdez votre logement. Si vous vous séparez,
vous perdez votre stabilité. Si les taux augmentent, vous perdez votre pouvoir d'achat. Le prêt immobilier n'est pas un investissement. C'est un pari sur votre capacité à survivre dans un système rigide. Les banques ne veulent pas que vous remboursiez rapidement. Elles vous encouragent à signer des contrats avec des pénalités de remboursement anticipé. Si vous voulez rembourser votre prêt en 10 ans au lieu de 20, vous devrez payer une amende de 3% du capital restant dû. Ce n'est pas une pénalité pour vous protéger, c'est une barrière pour vous empêcher de vous libérer. La banque veut que vous payiez le maximum d'intérêts possible. Votre liberté financière est un danger pour elle. Et elle le sait. Enfin, les prêts sont la principale source de pouvoir des banques. Grâce aux prêts, elles contrôlent les choix de vie des individus. Où vivre, comment travailler, quoi acheter, quand prendre sa retraite. Elles dictent les normes sociales en faisant du crédit un passage obligé pour accéder à la propriété, à l'éducation ou à la mobilité. Celui qui n'a pas de crédit est exclu. Celui qui a trop de crédit est piégé. La banque ne vous offre pas des choix, elle vous impose des contraintes. Et vous les acceptez, parce que vous pensez que c'est normal. Les frais cachés ne sont pas des erreurs, ils sont le cœur du modèle économique des banques. Chaque année, un particulier moyen en Europe paie entre 3 cents et 600 € en frais invisibles, sans jamais les comptabiliser. Ces frais ne figurent pas sur les publicités, ne sont pas mentionnés dans les brochures, et sont souvent dissimulés dans les conditions générales. Vous les payez sans les voir, parce qu'ils sont fragmentés, répartis sur plusieurs opérations, et justifiés par des termes techniques. Les frais de gestion de compte sont souvent présentés comme « gratuits », mais ils sont intégrés dans les taux d'intérêt. Un compte sans frais a un taux d'intérêt de 0,02% sur les dépôts, alors qu'un compte avec frais a un taux de 0,5%. La banque gagne 0,48% de plus sur votre argent, sans que vous le sachiez. Ce n'est pas un abus, c'est une technique de marketing. Elle vous fait croire que vous n'avez pas de frais, alors que vous en payez beaucoup plus, de manière indirecte. Les frais de retrait à l'étranger sont parmi les plus élevés. Si vous retirez 100 € dans un distributeur en Italie, vous payez 3 € de frais de retrait plus 2% de commission de change plus 1,5% de frais de conversion. Soit 6,5% de perte sur 100 €. La banque ne vous informe pas que vous pouvez utiliser une carte à faible coût, comme Revolut ou N26, qui facture 0 €. Elle veut que vous utilisiez sa carte, parce qu'elle en tire un profit important. Et vous le faites, parce que vous pensez que c'est la seule solution. Les frais de découvert sont une source de revenus massivement sous-estimée. Une banque peut vous autoriser à dépasser votre solde de 50 €, puis vous facturer 20 € de frais. Cela représente 40% de perte sur le montant découvert. Si vous faites cela 2 fois par mois, vous payez 480 € par an. La banque connaît parfaitement les moments où vous êtes susceptible de dépasser votre solde, juste après le salaire, ou avant un paiement important. Elle utilise des algorithmes pour anticiper ces moments et vous envoyer des notifications qui vous poussent à payer des frais plutôt que de vous avertir de votre situation. Les frais de transfert SEPA sont souvent présentés comme gratuits, mais ils ne le sont que si vous utilisez la plateforme en ligne. Si vous passez par un guichet ou un conseiller, vous payez jusqu'à 15 € par virement. La banque veut que vous veniez en agence, parce que cela augmente les chances de vente croisée. Elle vous fait perdre du temps, puis vous facture pour ce service. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une stratégie de monétisation du temps. Les frais de carte bancaire sont souvent masqués sous des offres, sans frais. Une carte gratuite peut avoir des frais de maintenance de 12 € par an, des frais d'émission de 30 € et des frais de remplacement de 25 € en cas de perte. En 5 ans, vous payez 245 €. La banque ne vous dit pas que vous pouvez demander une carte sans frais via Internet, ou que certains établissements numériques les offrent gratuitement. Elle veut que vous ignoriez ces alternatives. Les frais de conversion de devises sont une forme de vol organisé. Quand vous payez en dollars ou en livres sterling avec votre carte, la banque applique un taux de change artificiellement défavorable. Le taux réel du marché est de 1,08 USD/euro, mais votre banque vous applique 1,12. La différence de 4% est un profit pur. Vous ne le voyez pas, parce que le montant final est affiché en euros. La banque ne vous informe pas qu'elle utilise un taux différent du marché. Elle ne le fait pas, parce que ce serait illégal, mais elle ne le dit pas non plus. Les frais de gestion de compte joint sont souvent multipliés.
Un compte joint coûte 2 fois plus cher qu'un compte individuel, même si les deux personnes utilisent le même compte. La banque facture 2 fois les frais de gestion, 2 fois les frais de carte, 2 fois les frais de retrait. Ce n'est pas logique, mais c'est légal. Et personne ne le conteste, parce que les clients pensent que c'est normal. Les frais de non-respect de seuil de solde sont une arnaque. Si vous devez garder 1 000 € sur votre compte pour éviter les frais, et que vous avez 989 €, vous payez 10 €. La banque vous fait perdre 10 € pour 1 euro de manque. C'est une punition disproportionnée. Elle est conçue pour vous forcer à garder un solde inutile, afin que vous ne puissiez pas dépenser cet argent ailleurs. Votre argent est retenu, non pas pour votre sécurité, mais pour sa rentabilité. Les frais de lettres recommandées ou d'envoi de documents papier sont encore courants. Même si vous avez opté pour le digital, certaines banques vous envoient des documents imprimés par courrier, et vous facturent 5 € par envoi. Vous ne pouvez pas les bloquer. Vous ne pouvez pas les refuser. Vous ne pouvez pas les contester. Ce sont des revenus générés sur des services inutiles, mais obligatoires par la loi. La banque en tire profit, et vous en subissez le coût. Enfin, les frais de fermeture de compte sont un piège final. Si vous voulez changer de banque, certaines vous facturent jusqu'à 50 € pour fermer votre compte. Elles vous disent que c'est pour couvrir les coûts administratifs. Mais fermer un compte coûte 3 minutes de travail à un employé. Ce frais n'a aucune justification économique. Il existe uniquement pour vous dissuader de partir. Et il fonctionne. 85% des clients restent chez leur banque, non pas parce qu'ils en sont satisfaits, mais parce qu'ils craignent les frais de sortie. Ce n'est pas une pratique honnête. C'est un verrou économique. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour vous libérer du système bancaire. Vous avez besoin de comprendre, d'agir, et de changer vos habitudes. La première étape est de reconnaître que vous n'êtes pas un client, vous êtes une source de capital. Et tant que vous acceptez cette relation asymétrique, vous resterez dans la dépendance. La libération ne vient pas d'un produit mieux conçu, elle vient d'un changement de mentalité. Commencez par ouvrir un compte dans une banque numérique à faible coût. Revolut, N26, Boursorama, ou Lydia propose des comptes sans frais de gestion, sans frais de retrait à l'étranger, et sans frais de conversion. Ces banques ne vivent pas de vos frais cachés, elles vivent de vos transactions et de leurs services premium. Vous payez pour ce que vous utilisez, pas pour ce que vous ne faites pas. Et vous avez accès à des outils de suivi en temps réel, des alertes personnalisées, et des contrôles granulaires. Désactivez toutes les assurances obligatoires liées à vos prêts. Remplacez-les par des contrats d'assurance indépendants, comparés sur des sites comme Assurland ou le comparateur assurance. Vous pouvez économiser jusqu'à 70% sur vos primes. La loi le permet depuis 2022. La banque ne vous le dira pas. Mais vous pouvez le faire. Et vous devez le faire. Arrêtez de laisser votre argent dormir sur un livret A, investissez-le dans des ETF indiciels à faible coût, via des plateformes comme DEGIRO, Yomoni ou Boursorama. Un ETF sur l'indice MSCI World coûte 0,2% de frais par an. Un livret A vous fait perdre 2% par an en inflation. La différence est de 2,2% par an. Sur 10 000 €, cela fait 2 200 € de perte évitée. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la préservation. Utilisez des méthodes de budget transparentes. Ne comptez pas sur les applications de votre banque. Utilisez des outils comme Inab, MoneyWiz ou un simple fichier Excel. Suivez chaque euro. Identifiez chaque frais caché. Supprimez chaque abonnement inutile. Réduisez chaque dépense qui ne crée pas de valeur. Votre liberté ne vient pas d'un salaire plus élevé, elle vient d'une gestion consciente. Apprenez à lire les contrats. Ne signez rien sans lire les conditions générales. Cherchez les mots-clés, frais, pénalités, modifications, résiliation, transfert, garantie. Si vous ne comprenez pas, demandez une version simplifiée. Si on vous refuse, changez de banque. Votre droit à la transparence est protégé par la loi européenne. Refusez les prêts à la consommation. Ne contractez jamais un prêt pour un objet qui perd de la valeur. Une voiture, un téléphone, un voyage, ces choses ne génèrent pas de revenus. Elles coûtent de l'argent. Épargnez pour les acheter. Attendez. Patientez. Construisez une culture de la patience. C'est la seule façon de briser la spirale du crédit. Développez une stratégie de liquidité.
Gardez 3 à 6 mois de dépenses en espèces ou en compte à vue. Pas dans un livret. Pas dans un fonds. En espèces. Dans un coffre-fort. Ou dans un compte bancaire séparé, non lié à votre banque principale. L'argent liquide est la seule forme de liberté dans un système numérique. Exiges la transparencia. Contactez votre banque. Demandez la liste complète des actifs dans lesquels votre épargne est investie. Exigez une déclaration annuelle détaillée. Si elle refuse, changez de banque. Il existe des banques éthiques, comme la Nef, Crédit Coopératif ou Triodo Bank, qui publient chaque année où va votre argent. Elles sont rares, mais elles existent. Parlez-en. Partagez ces informations avec vos amis, votre famille, vos collègues. Le système ne peut pas survivre sans votre ignorance. Dès que vous commencez à parler, vous rompez le silence. Et chaque personne qui comprend devient une menace pour le modèle. Vous n'avez pas besoin de révolution. Vous avez besoin de conscience. Et la conscience, une fois partagée, devient une force. Si ce que vous venez de lire vous a ouvert les yeux, ne laissez pas passer cette chance. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des analyses concrètes, sans filtre, sur l'argent, les banques et la liberté financière. Likez cette vidéo, elle pourrait sauver quelqu'un d'autre de la dépendance. Commentez « J'ai compris » pour montrer que vous n'êtes plus seul. Activez la cloche parce que la prochaine vidéo révèle comment éviter les pièges des assurances-vie et comment les remplacer par des solutions gratuites. Vous n'êtes pas obligé de jouer selon leurs règles. Maintenant, vous savez pourquoi. Allez-y, agissez.